Jean-Christophe. Bonjour Jonathan. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on est là pour parler un peu de la RH de demain. Nous sommes tous les deux des boîtes de RH, Xlearn et Sivan. Donc Sivan qui est un logiciel de gestion des temps, toute la partie plutôt administrative pour les professionnels de santé. Et toi du coup, qu'est-ce que tu fais ? Chez Xlearn, on met à disposition un service, un logiciel qui permet de gérer les entretiens, de gérer les formations, puis de gérer tout ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Notre mantra, c'est de dire, vous passez déjà pour un manager 10, 15, 20 heures par an en entretien avec vos collaborateurs, et autant que ça vous serve à quelque chose, que ce soit juste pas pour imprimer du papier pour aller caler un meuble, mais que ce soit pour aller alimenter le plan de formation, alimenter le plan de mobilité interne, donner une vision à la direction générale sur quelles compétences ils ont dans l'entreprise. Ok. Alors, donc tu parles beaucoup de grandes entreprises. Peut-être toi, tu peux te présenter un petit peu, Jean-Christophe, ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as créé, déjà pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, premièrement. Deuxièmement, pourquoi dans l'entrepreneuriat RH. Et troisièmement, comment est-ce que tu prévois du coup le marché en France, en Europe et à l'international de tout ce marché-là. Vaste programme, mais déjà un petit peu de qui tu es, pourquoi tu as voulu créer Xlearn. Alors, tu dis qu'on parle plutôt de grandes boîtes. Nous, on est plutôt PME-TI en général. Et du coup, moi, j'ai créé Xlearn parce que j'ai mené pas mal de projets de réorganisation. Et j'ai vu le grand inconnu dans les organisations, c'est paradoxalement ceux qui vont être le plus impactés, c'est les collaborateurs, parce qu'on les connaît pas, on sait pas trop quelles compétences ils ont, ce qu'ils savent faire, et ce qu'ils ont en stock en termes de potentiel. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on puisse outiller ce volet-là. Et donc moi je suis ingénieur de formation et c'est suite à ces gros projets-là que j'ai créé Xlearn. Et puis sur la partie projection du futur de la RH, je pense que c'est un sujet très très vaste, depuis la partie administrative jusqu'à la partie vraiment corps RH, développement des collaborateurs. On sait que c'est un marché en croissance, il y a de forts enjeux, que ce soit avec l'explosion du télétravail, l'explosion également de la rareté des compétences clés pour la transformation des entreprises, pour toute la partie plus RH. Sur la partie administration du personnel, je pense que c'est plutôt des enjeux de rationalisation et d'efficacité qui vont dominer les futurs d'actualité. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il y a deux sujets qui me passionnent vraiment sur ce que tu viens de dire. Premièrement, l'optimisation de la gestion des collaborateurs. Nous aussi, comme tu sais, on a développé un algorithme d'intelligence artificielle qui, en fonction de la fréquentation, est capable de mettre la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et deuxièmement, la rareté de certains cœurs de métier. Donc nous, on a une compétence santé qui est extrêmement forte et on est en train d'avoir un double sujet actuellement. On est en train d'avoir une salarisation des professionnels de santé. Ça veut dire que si on avait dit il y a 15 ans à un ophtalmo qui serait salarié, on nous aurait rionné. Si on avait dit il y a 10 ans que les dentistes allaient être salariés, tout le monde aurait dit mais enfin non, le principe de faire médecine c'est justement pour être indépendant, c'est justement pour être pas freelance, mais justement pour avoir son propre cabinet, etc. Aujourd'hui on est en train de salarier un grand nombre de métiers, ce qui est très 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 nouveau parce qu'il y a une concentration de ce secteur-là. Mais paradoxalement, on est en train de s'apercevoir aussi qu'il y a ce qui s'appelle des vacataires qui ont toujours existé, mais qui sont des freelances de la santé, qui eux ne veulent pas se soumettre à ça, mais vu qu'il y a une pénurie de collaborateurs, ils ont la possibilité de venir travailler absolument où ils veulent. Donc c'est vachement ambivalent. Il y a d'un côté la fin des tout petits cabinets avec une concentration pour des gros cabinets, des gros centres de compétences, etc. Et en même temps, donc qui eux cherchent à salariser leurs professionnels de santé, et en même temps de plus en plus de freelancers, de remplaçants, de vacataires comme on dit, qui eux veulent être complètement libres, mais du coup ils sont itinérants. Et ça peut un peu changer et à voir si c'est pas un peu la même chose dans pas mal de métiers. Je sais que les SS2I, il y a 5 ans, tout le monde disait ça va mourir parce que tout le monde voudrait être en freelance, tout le monde voudrait être indep.
Or, il n'y a jamais eu autant d'SS2I qu'aujourd'hui, avec des gens qui recrutent en CDI. Donc, c'est assez étonnant. Je ne sais pas quel est ton regard là-dessus. Non, mais je pense que sur la professionnalisation des professionnels de santé, c'est plutôt rassurant d'un certain côté. Hein. C'est aussi, ça offre, je pense, un confort de vie dont les gens n'accepteraient pas, puisque être libéral, c'est quand même une grosse pression, surtout au démarrage. C'est évidemment un investissement. Et puis, au-delà de ça, ça permet aussi c'est toujours dans les efforts pour optimiser, rationaliser, alors des mots qui font parfois peur, mais l'organisation de la santé, où à partir du moment où les gens s'intègrent dans un dispositif plus global, ça permet d'être plus efficace, de déployer des outils informatiques, de déployer des processus. Et du coup, ça, je pense que c'est plutôt le sens de l'histoire. On le voit dans les autres pays d'Europe, cette tendance-là est assez forte, avec des maisons de santé qui regroupent des praticiens qui sont, alors pas forcément salariés, mais en tout cas s'inscrivent dans un processus global. Puis après, pour les SS2I, je ne sais pas si on peut faire un parallèle direct par rapport à ce qui est en train de se jouer dans la santé. Donc toi, tes clients, ils ressentent par contre ce besoin d'optimisation, de mapisation, de cartographie de l'intégralité des compétences pour ensuite avancer de l'avant et pour mettre de l'intelligence un petit peu dans la RH. Alors, je pense qu'il y avait déjà pas mal d'intelligence, on ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans la RH, mais je pense qu'effectivement, maintenant il y a un vrai enjeu. Comme il y a des compétences qui sont très rares, comme les entreprises aussi se préoccupent de leur transformation. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui n'est pas en train de se transformer. C'est ce que tu disais dans la santé, ils étaient... il y a 10 ans, on dit non, finalement ça va pas changer, tout le monde va rester libéral, maintenant ils sont salariés, mais c'est en toile de fond là partout. Avec l'arrivée du numérique, tous les métiers, je ne connais pas un métier qui n'est pas en train d'être chamboulé. Hein. Et du coup, ça veut dire qu'on a besoin de nouvelles compétences et qu'on a surtout besoin d'accompagner aussi ceux qui sont en poste vers les nouveaux postes. Parce que qui dit numérisation, dit il y a des choses qui disparaissent et puis d'autres qui apparaissent. Et du coup, là, on voit il y a un vrai besoin. Et c'est compliqué parce que ça bouge beaucoup. Si on ne le fait pas bien, les talents les plus recherchés s'en vont très rapidement. Du coup, il y a un vrai enjeu, finalement, de retenir et de pouvoir cartographier les compétences pour gérer et suivre cette activité de l'entreprise au quotidien et puis donner de la perspective aux collaborateurs pour qu'ils puissent avoir quelque chose, une vision de l'évolution sur le futur au sein de l'entreprise. Ok. Non, mais c'est intéressant. Donc, on va parler un peu d'Europe et d'international. Est-ce que tu penses qu'en termes de digitalisation, en termes de gestion RH, etc., évidemment toute proportion gardée, la France, qui a quand même un système assez, parfois on dit, assez lourd soit pour garder ses collaborateurs, soit au contraire pour avoir une flexibilité qui est parfois un peu contraignante. Qu'est-ce que tu penses de ça et surtout par rapport à des pays plutôt anglo-saxons dans lesquels les gens peuvent beaucoup plus facilement partir, rentrer, etc. Est-ce que du coup ça n'a pas un gros chamboulement sur comment est-ce que nous on doit s'adapter en France par rapport à l'international et comment la France est en train d'évoluer? Il y a eu des élections il y a à peu près un mois en France. Est-ce qu'on est plutôt en train d'aller vers un modèle plutôt anglo-saxon, en toute proportion gardée évidemment, ou bien on va asseoir la partie française? Alors les élections ne sont pas complètement terminées, mais déjà ton avis par rapport à ça, ça serait intéressant. Ouais, après je pense que l'écosystème en France RH est très dynamique pour offrir des solutions sur l'ensemble des composantes. Après sur le marché du travail, j'ai pas une vision suffisamment profonde entre les uns et les autres. Je sais que c'est pas, effectivement en France il y a un vrai enjeu par rapport au CDI qui est plutôt qui parfois peut bloquer l'embauche parce que effectivement en tant que chef d'entreprise on n'a pas forcément une visibilité suffisante à moyen terme pour pouvoir embaucher et de manière suffisamment sécurisée sans mettre en péril ou en tout cas dégrader le fonctionnement de l'entreprise. Mais je sais que globalement dans tous les pays d'Europe, même en Angleterre, il y a quand même une protection. Il ne faut pas croire que c'est la jungle en dehors de la France. En Allemagne, les syndicats sont très présents. On peut pas, c'est pareil, les mobilités, les licenciements, ça se décide pas comme ça. Même au Royaume-Uni, c'est pas si facile de virer les gens. On pense que donc c'est pas la jungle, il y a beaucoup de protection. Après, ce qu'on voit, c'est que plus vous êtes qualifié, plus vous êtes protégé, recherché. Et puis, les emplois les moins en moins qualifiés, parfois partent sur des plateformes, la livraison, choses comme ça. Mais l'enjeu de Deliveroo, l'enjeu de Uber Eats, c'est quand même
d'avoir maintenant des salariés suite aux différents jugements qui ont été faits, ou en tout cas incitation. C'est valable en Europe, même en Californie, ils ont été embauchés et protéger leurs collaborateurs. Donc, on voit que ça se transforme et que la France, elle est globalement dans la moyenne, avec évidemment quelques écarts qui peut-être sont plus importants facialement. Je pense que dans le Rhône, il n'y a pas beaucoup de différence avec les autres pays. Ok. Et ok, donc du coup, tu penses que c'est être optimiste, la manière dont on va évoluer, en tout cas le marché du travail peut évoluer. On sait que là, il y a de moins en moins de chômeurs. On est presque sur une bonne dynamique. Il y a aussi énormément de création d'entreprises. On n'a jamais eu autant depuis ces 5 dernières années. Est-ce que tu penses que du coup, on a un marché du travail qui est extrêmement dynamique et que du coup, tous les signaux sont au vert, ou au contraire, il faut raison garder et regarder plusieurs autres critères, notamment internationaux, entre une hausse de certains prix des matières premières, etc., qui fait que... voilà, comment est-ce qu'on peut se projeter aussi par rapport à ça? Ouais, je pense que enfin bon, bien serait difficile d'être un oracle, sinon on serait riche en gens en bourse, mais je pense que le marché du travail, là, on voit bien entre l'inflation et finalement la crise en Ukraine qui entraîne cette inflation, l'incertitude. En général, ça favorise pas l'embauche, en tout cas l'embauche en CDI. Les chefs d'entreprise essaient de faire attention. Donc, fais gaffe, on recrute pas. Et la conséquence, c'est qu'effectivement, je ne pense pas qu'on va rester sur une dynamique aussi forte. Et comme je disais précédemment, je pense que par contre, on aura bien toujours cette tension sur les profils clés, que ce soit dans la digitalisation. Parce que plus vous avez une crise, plus vous devez vous transformer, souvent vous faites appel au digital, et du coup, il n'y a pas trop d'options. Il faut avoir les bonnes compétences dans l'organisation. Et ça veut dire que ceux qui sont déjà rares vont être encore plus rares. Et ça, je pense que c'est un point... ça incite beaucoup à se former. En France, on a un peu moins le réflexe en tant que salarié, on attend beaucoup d'entreprises. Dans les autres pays d'Europe et du monde, les gens ont plutôt tendance à se former par eux-mêmes, dans l'Europe du Nord. Et je pense que ça, c'est encore plus... Plus vous serez formé, plus vous aurez des opportunités et ça va être de plus en plus clivant. Mais après, j'entendais quelqu'un qui dit c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut avoir une telle différence de productivité. À l'époque, entre un bon moissonneur et un mauvais moissonneur, on peut avoir un facteur 1, 2, 1, 3. Puis entre un bon développeur et un mauvais développeur, il y a un facteur de 1 à 100. Et donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Ouais, effectivement, il y a un gros volet formation qui va être très intéressant. Et du coup, Xlearn, ça aide aussi à savoir qui sera peut-être plus enclin. Est-ce qu'il y a une partie un peu cartographie de à qui ça pourrait plaire, par exemple, le développement, ou bien est-ce que à qui ça pourrait plaire plutôt la communication, etc. Trouver une deuxième voie dans sa carrière ou une troisième voie dans sa carrière, pas forcément autre part, mais dans la même entreprise. Est-ce que Xlearn, justement, aide à savoir quelle formation on peut proposer à tel profil? Oui, effectivement, le but, c'est d'identifier les gens qui auront la compétence pour le métier de demain. Vous travaillez dans un métier où vous allez changer fondamentalement votre activité. Et donc, par rapport au métier de demain, quelles compétences je peux réutiliser, puis du coup, quelles compétences je vais pouvoir faire acquérir grâce à la formation, grâce au mentoring. Ça, je pense que c'est vraiment clé pour accompagner la transformation. Puis c'est aussi un devoir, je pense, de l'entreprise aussi, de s'assurer. Alors, c'est ce que la GPEC avec la loi, mais je pense qu'il y a quand même cet enjeu fort de se dire il faut pouvoir accompagner les collaborateurs, il faut pouvoir les accompagner dans leur développement, et ça, c'est vraiment important. Mener à bien cette démarche pour que l'entreprise conserve une dimension sociale dans le développement des collaborateurs. Ok. Super intéressant. Et comment est-ce que vous pouvez détecter l'enclin d'une personne à faire du marketing ou à faire de la communication ou à faire de la vente, etc. Comment est-ce que Xlearn réussit à mapper les compétences avec des collaborateurs? Nous, on va pas aller forcément, on peut, lors de l'entretien, on peut demander si la personne a envie, parce que c'est quand même avant tout, ça c'est
c'est le plus proche de sa décision. Nous, ce qu'on va voir, c'est quelles compétences il a et du coup, quelles compétences il faudrait réutiliser pour un nouveau poste. Donc, on va dire, ben voilà, la bonne personne ou la personne pour laquelle l'effort de formation, ou en tout cas qui a le plus gros recouvrement pour avoir un nouveau poste un petit peu différent, bah, c'est celui-là. Et après, bah, charge, et là, ça reste des relations humaines. Je pense que on en est tous convaincus quand on travaille dans ce secteur-là. Après, il faut évidemment échanger avec le collaborateur pour savoir si ça lui va, s'il a envie de bouger, qu'est-ce qui l'intéresse. Donc c'est une aide en fait. Une aide par rapport à la décision. On ne va pas vous dire à demain. Bien sûr. Et comment on sait? Comment est-ce que l'aide est faite? En gros, il y a à peu près 5 ou 6 ans, non, je me rajeunis, à peu près 10 ou 20 ans, quand j'étais au collège, il y avait un super logiciel, c'était une sorte de génie qui s'appelait Akinator. Et en fait, Akinator, tu lui posais 5 ou 6 questions, et allez, maximum une dizaine, et le génie était capable de savoir à qui est-ce que tu pensais. Est-ce que c'est un peu pareil, c'est-à-dire, voilà, on a un peu sa fiche compétence avec l'intégralité des étapes qu'il a faites l'année dernière, etc. Et tu dis ensuite, bon bah, ok, par rapport à ce qu'elle a fait, voici ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ou bien est-ce que, comment est-ce que va se nourrir? On va pas te dire ce que tu devrais faire, on va jamais te dire ça. On va te dire, bah voilà, pour un poste, tu as déjà ces compétences pour faire ça. Et après, je pense que c'est très important de laisser les gens libres, parce que c'est parfois un mythe, souvent l'offre d'emploi elle commence, vous avez fait 10 ans de contrôle de gestion, vous pouvez faire 10 ans de contrôle de gestion. Et je pense que c'est une erreur parce que peut-être il y a des gens qui veulent refaire 10 ans, puis il y a des gens qui veulent juste bouger, mais ils ne seront pas forcément moins bons ou meilleurs. Et du coup, non, je pense que ça c'est un point très important. Ok. Question un peu plus personnelle. L'entrepreneuriat et toi, t'as toujours voulu faire ça ou pas du tout? Si, je pense que j'ai toujours voulu monter quelque chose pour pouvoir avoir plein d'activités et découvrir plein de choses. On ne puisse pas le faire en entreprise, mais parfois on est un peu moins libre. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un vrai point à monter une entreprise. Je pense que Jonathan, c'est un peu pareil de ton côté. Ça te permet de voir plein de choses assez nouvelles, assez fortes. Ça tient à cœur. Complètement. Par contre, je n'ai jamais autant travaillé que quand j'avais mon entreprise. C'était vendredi soir dernier à la table avec des cousins à moi qui m'ont dit « Oh là là, franchement, vraiment, t'as le temps de faire ce que tu veux, c'est vraiment toi qui gères ton temps, etc. » Je fais « Non, mais enfin, c'est extrêmement prenant, vous vous rendez absolument pas compte. C'est pas... Il y a une liberté, mais la liberté, elle se gagne. Et puis quand on fait des erreurs, puisque tous les entrepreneurs en font, on en paye directement le prix ou dès qu'il y a une équipe, etc., il y a quelque chose qu'il faut gérer, on peut faire des choses à très forte valeur ajoutée comme des choses à moins forte valeur ajoutée, en tout cas même en start-up, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et deux, on a des conséquences assez rapides. Mais je trouve qu'on apprend tellement de ça. C'est Glenn Vielle, je suis un grand fan de Top Chef, qui a dit là, au début de saison, il a dit il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Et je trouve ça génial. C'est-à-dire on peut se tromper parce qu'on essaye de créer des choses et puis de défendre son bout de gras, mais c'est absolument tout le temps en train d'essayer de le faire. En tout cas, je sais pas toi, mais j'ai tout le temps la petite musique de tiens, comment est-ce qu'on peut mieux faire qui résonne dans ma tête. Bon, après, heureusement, je suis très très bien entouré, ma femme, mes parents, etc. Je pense que ça, c'est essentiel. Je pense que oui, il faut essayer. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aventure, mais c'est pas. Ils ont d'autres forces. Je pense que c'est toujours la complémentarité, la flexibilité qui fait, moi, je trouve, la force d'une organisation, la diversité des profils. Ouais, bonne idée. Ok. Et du coup, dans ta vie perso, est-ce que tu t'es senti poussé ou est-ce qu'au contraire, il y a des fois on t'a dit c'est bon, arrête, retourne prendre un boulot dans lequel tu vas mieux gagner ta vie, reprends un boulot dans lequel tu vas avoir moins de risques, moins de stress, moins de pression, ou au contraire, est-ce qu'on t'a dit non mais
continue de pousser? Ou troisième solution, est-ce que tout le monde a dit, bon bah ok, ça m'a dit faire, tu fais ce que tu veux et tant pis pour toi? Est-ce que tu as eu des gens assez proches qui t'ont dit à un moment, soit arrête, soit continue et va plus loin? Non, moi j'ai pas. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir un soutien, mais pas de conseils sur mes futures orientations. Ok. Et on est d'accord, qui étaient tes premiers clients? Les premiers clients, c'était des anciens. C'est ça, c'est grâce à un premier. C'est grâce à Ouais, une première expérience professionnelle. non, c'est même pas, c'est par des relations, grâce à différents échanges qu'on a pu se lancer. De toute façon, globalement, mais je pense que c'est pareil avec Sivan, on se rend compte que en B2B, c'est essentiellement des relations humaines qui font l'activité. Ouais, très très juste. C'est très juste. On signe vraiment avec des personnes, on signe évidemment avec un produit, mais avec les personnes, c'est extrêmement important. Et ce qu'on apprend dans les premières vies, etc., c'est aussi essentiel pour pouvoir progresser. Bon, est-ce que tu veux, alors, un dernier mot pour finir? Moi, j'aime bien toujours soit une citation, soit un livre, soit un conseil pour les jeunes générations qui nous regardent. Les jeunes générations, comme on est très vieux, surtout toi. Non, mais un petit truc. Non, mais je pense qu'il faut juste faire ça. Un peu, voilà, on commence à avoir un peu de bouteille. Elle n'est pas du tout pleine, mais on commence à avoir un petit quart de bouteille d'expérience, de petits conseils qu'on peut redonner aux autres. Tu vois, typiquement, je pense à Itai qui est à côté, 19 ans. Je pense que il y a peut-être modestement des petits tips qu'on peut lui donner de comment faire si jamais il a envie d'entreprendre ou quelles erreurs à pas faire ou quelles erreurs à faire justement pour pouvoir progresser. Il faut juste faire tout ce qui nous paraît intéressant. Il faut toujours le faire à fond, mais il faut toujours faire tout ce qui nous paraît intéressant. Je pense que c'est la chose essentielle pour le faire à fond et c'est ça qui permet de profiter de cette expérience, que ce soit entrepreneuriale, professionnelle, ou l'ensemble de ces composants. Ouais, je te rejoins moi aussi. Ayez pas peur de vous tromper et d'avoir. Il n'y a rien qui est bien, il n'y a aucune voie qui est bonne ou aucune voie qui n'est pas bonne. C'est juste qu'on l'a fait bien et puis on s'y épanouit, c'est l'essentiel. Exact. Du coup, un livre, un film ou une chaîne YouTube. Je suis très YouTube, je suis vraiment un YouTube consumer. À voir, un truc qui peut, soit pour détendre, soit pour apprendre. Non, regardez, c'est 7 jours sur Terre, je pense, ça s'appelle le truc sur YouTube, vous allez voir. Le Canadien? Ouais. Ouais, il est pas mal. À la moins, hop, on saura voir venir le prochain conflit. Exact. Non, c'est pas mal, effectivement, c'est pas mal. Alors moi, de mon côté, si vous voulez vous marrer, regardez Touken Kojandi. Touken Kojandi, c'est absolument génial. Notamment, il a tout copié sur les États-Unis, mais il a fait une interview dans laquelle il mange des sauces piquantes. C'est extrêmement drôle et on sent qu'il est très mal à l'aise en parlant parce qu'il a la bouche en feu, mais il doit continuer à parler et à répondre aux questions. Et donc Kian a posé des questions et son invité à y répondre alors qu'ils ont la bouche en feu, que normalement ça a sécrété énormément d'endorphines puisque la sauce piquante sécrète de l'endorphine, et pourtant malgré ça il arrive à rester sérieux et à dire des choses vachement intéressantes en fait. Donc voilà, je trouve ça toujours assez marrant de dire peu importe le contexte, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours essayer de donner son maximum. Vraiment, c'était assez marrant. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Et en plus de ça, c'est très drôle parce que c'est Ken Kojandi. Ok, bah écoute, il me reste juste à te remercier. C'est moi. Plaisir pour cette nouvelle activité sur Internet. Longue vie à Sivan. Eh ben, écoute, longue vie à Xlearn. À toutes, salut, bye.